Bonsoir. Juste pour mettre le contexte, c'est un texte que j'ai écrit et qui a été dit par des enfants de 13 ans qui se sont posés dans la salle d'un forum où il y avait 500 personnes et qui ont pris le temps de regarder chaque personne dans les yeux et de leur dire le texte que je vais vous dire maintenant. Regarde-moi. Dis, tu te souviens de quand tu avais mon âge? Tu te souviens de quand tu avais 13 ans? Dis, rassure-moi, tu n'as pas oublié. Tu te souviens de tes rêves? Tu te souviens de comment tu jouais? Tu te souviens de tes amis? Dis, ils sont où aujourd'hui tes amis? Et tes rêves, tu en as fait quoi? Quel adulte tu es devenu? Tu sais que moi aussi j'ai des rêves? Tu sais que moi aussi j'ai un potentiel? Dis, tu le sais? Qu'est-ce que tu fais chaque matin pour tes rêves et pour les miens? Dis-moi, tu veux vraiment que je gagne de l'argent très très vite en écrasant tous mes amis? C'est ce que tu veux? Dis-moi, est-ce que tu veux vraiment que je ferme les yeux sur les violences qu'il y a dans le monde? C'est ça que tu attends de moi? Ou est-ce que tu serais content si je prenais soin de notre environnement? Est-ce que tu serais content si j'aidais mes amis à réussir et si eux aussi, ils m'aidaient à réussir? Dis, est-ce que tu serais content si un jour, devenu adulte, j'aidais les jeunes à mon tour à réussir? Alors quand tu vas t'asseoir pour échanger tes idées, pour parler, partager, ne m'oublie pas. N'oublie pas que j'ai un potentiel moi aussi et qu'il est unique. Ne m'oublie pas dans tes décisions. Ose me laisser apprendre autrement. Ose croire en mes idées. Ose m'offrir la richesse de notre passé pour un monde meilleur. Ose t'aimer toi-même pour me permettre de croire en moi. Dis, tiens-moi la main. J'ai besoin de toi pour grandir. Merci. Bon, on y va alors. Moi, je suis encore très heureuse d'être là avec Audrey, Francis et Marc, parce que on va parler des états modifiés de conscience. Bien sûr, on va parler de l'hypnose, on va parler de la transe, mais pour une fois, on aura un point de vue scientifique, une approche scientifique de ces phénomènes, et ça va être passionnant, je crois. Voilà. Donc, je vais commencer par introduire, voilà comment on en est arrivé à ces recherches, à ces études. Donc pour moi, cette aventure a commencé en 2001 en Mongolie, où des chamans m'ont reconnu comme ayant le don chamanique. Alors c'était un peu bizarre au départ, bien sûr, parce que la transe est un état vraiment particulier. Certains d'entre vous, vous savez ce que c'est, d'autres savent pas encore, mais on va montrer des images justement aujourd'hui. Et je vais pas trop m'étaler sur mon parcours parce que c'est pas ce qui sera le plus intéressant. En fait, l'idée c'est que l'état de transe, j'ai trouvé ça intéressant parce que les points principaux de l'état de transe, c'est que je perdais la notion du temps, j'avais plus de force que dans un état normal, je ressentais moins la douleur ou quasiment pas, et j'avais des informations, c'est-à-dire que les chamans se servent de la transe pour accéder à ce qu'ils appellent le monde des esprits. Et ils vont poser des questions à ce monde des esprits, et ils utilisent l'état de transe pour obtenir une ouverture suffisante pour avoir accès à plus d'informations que ce qu'on perçoit dans son état habituel.
Donc ces informations, on les perçoit, ou on peut même poser des questions avant la transe, et on obtient parfois des réponses, parfois pas. Et après, on a des visions, les yeux fermés, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les sens, la perception de notre environnement et la perception de soi est modifiée, et notamment la perception de jeu, qui fait que tout d'un coup, on peut, pendant la transe chamanique, on peut avoir l'impression de se transformer en différents animaux. Alors les chamans vous disent que, en fait, des esprits viennent vous posséder. Alors les esprits d'animaux, des esprits de personnages, il n'y a pas forcément des animaux, et que chacun de ces esprits qui vient vous posséder va vous donner de nouvelles capacités. Et en fait, chaque esprit qui va venir vous posséder va vous permettre d'accéder, sans doute, à un potentiel que eux appellent des pouvoirs. Cette notion de dépersonnalisation, cette notion de transformation de jeu est intéressante parce que tout d'un coup, pendant la transe, si on se transforme en un animal, moi ma première transe c'était un loup, mais c'est pas que ça, hein, bien sûr il y en a plein. Eh bien on se dit mais qu'est-ce que c'est jeu finalement ? Qu'est-ce que c'est jeu ? Voilà. Est-ce que c'est ce que j'ai l'habitude de percevoir de moi ? Mais quand je suis en transe, tout d'un coup, il suffit d'un petit changement. Donc, en l'occurrence, là-bas, c'était le tambour. Pour l'accès à la transe, les chamans mongols utilisent le tambour, un gros tambour d'1 mètre de diamètre. Je me disais, mais finalement, ce que je perçois de moi habituellement, c'est ce que j'ai construit, de ce que je sais de ma personnalité. Je peux dire, j'aime ci, j'aime ça. Mais finalement, quand je suis en transe, je est différent. Donc ça fait poser beaucoup de questions justement sur cet état de transe qui permet d'accéder à un soi plus grand, plus élargi. Donc c'est pour ça qu'on travaille là-dessus aujourd'hui sur ces états de transe avec les étudiants artistes et les étudiants des beaux-arts pour leur permettre justement de savoir qu'ils sont bien plus grands que ce qu'ils croient être, voilà, et qu'il y a d'autres perceptions de soi dans ces états auxquels on a soudain accès et qui sont intéressantes. Donc pour les effets de la transe, c'est à peu près ça. Alors moi, lorsqu'ils ont reconnu que j'étais chamane, pour vous donner une idée, il y a une 30aine de chamans en Mongolie sur 3 millions d'habitants, ce qui fait 0,0001% de la population. Voilà. Donc pour eux, on décide pas d'être chaman en Mongolie. On a le don, ils disent on est désigné par les esprits ou on l'est pas. Alors il se trouve que j'avais été désignée et qui donc devait me transmettre cette connaissance parce qu'à l'époque elle se transmettait uniquement de chaman à chaman et que j'y suis restée. D'abord ils m'ont dit il faut rester 3 ans avec nous et donc ça c'était pas question bien sûr. Et puis ils m'ont dit non mais puisque tu as reçu le don il faut absolument que tu aies la formation à ça. Donc ils m'ont autorisé à venir de façon alternée quelques mois par an. Au lieu de la formation de 3 ans, tout ce qui fait que ça a duré 8 ans, au résultat où je suis allée régulièrement en Mongolie pour suivre cette formation. Donc pendant laquelle ils m'ont fabriqué un costume, un tambour et m'ont expliqué les rituels. Et après, l'accès à la transe, donc jouer du tambour, entrer en transe, donc pour avoir tous les effets dont je viens de vous parler. Donc je voyais que ces effets-là étaient quand même intéressants. Passer la surprise de la première transe qui fait que tout d'un coup, justement, on n'est plus ce qu'on a l'habitude de percevoir de soi. Je trouvais ça vraiment, à force, je trouvais ça intéressant. Et je comprenais bien que c'était le son du tambour qui faisait ça sur mon cerveau, probablement, et qui modifiait ce comportement de mon cerveau. Mais j'avais envie de comprendre qu'est-ce que ça faisait dans le cerveau, justement, parce que si grâce à ces états, on pouvait travailler sur la douleur, si on pouvait travailler sur la force, c'était quand même intéressant. Parce que la perception de la douleur dans ces états-là, elle est complètement diminuée. C'est-à-dire qu'on sent l'impact. Moi, pendant la transe, je donnais des coups de tambour. Je sentais l'impact, mais ça faisait pas mal. Quand je sortais de la transe, en revanche, ça faisait mal. Et je retrouvais mon état habituel de la perception de la douleur. Donc je me disais, si tous ces états sont dus à une modification du fonctionnement du cerveau, c'est quand même intéressant d'aller étudier ce qui se passe. Et à l'époque, les anthropologues, c'était en 2001, donc ça fait 16 ans. En 2001, les anthropologues considéraient la transe comme quelque chose de culturel. C'est-à-dire que les chamans, dans les rituels, s'agitaient comme ça, en jouant du tambour, mais c'était un phénomène culturel, c'était une théâtralisation d'une problématique qu'apportait le consultant. Et c'était rétablir une confiance, c'était
apporter la protection du monde des esprits, c'était se mettre en harmonie avec le monde des esprits, mais pour les anthropologues, c'était absolument pas un phénomène cognitif. Donc moi je voyais bien que ça n'avait rien de culturel, puisque j'avais pas cette culture, et que pendant la transe, j'avais l'impression de me transformer, d'avoir une truffe à la place du nez, d'avoir des pattes, et puis je me mettais à hurler comme un loup, ce qui est quand même bizarre, hein, voilà. Alors je me suis dit, ce serait bien de voir ce qui se passe dans le cerveau pour avoir tous ces effets. Le premier chercheur que j'ai rencontré, c'est Pierre Éthévenon. Pierre Éthévenon, qui lui était à la retraite, un ancien directeur de recherche de l'INSERM, et il m'a fait faire une démonstration, bien sûr, avec le tambour. Et je lui ai fait une démonstration et il m'a dit, bah oui, évidemment, il se passe quelque chose, c'est intéressant. Il se trouve que Pierre Éthévenon avait déjà travaillé sur les états modifiés de conscience. Il avait étudié, par exemple, l'impact du LSD, mais à Princeton, sur le champ visuel, des choses comme ça. Ce qui lui a fait dire que, enfin, on en parlera après, voilà. Donc Pierre Éthévenon me dit c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que quand on fait un EEG, un électroencéphalogramme sur le cuir chevelu d'un méditant, c'est bien parce que le méditant ne bouge pas. Donc vous imaginez ce qui se passe pendant la transe. Moi je sautais dans tous les sens, je jouais du tambour. En plus il me dit mais ça c'est pas possible dans un laboratoire avec des électrodes sur la tête, le tambour, tu sautes partout, c'est pas possible, ça va casser le matériel. C'est donc incompatible avec la technique d'enregistrement qu'on va te proposer en laboratoire. Donc il m'a dit bah écoute, il y a pas 36 solutions. Si tu veux vraiment qu'on puisse faire un EEG de ton cerveau en transe, il va falloir te passer du tambour. Et puis aussi essayer de calmer un peu la transe là, parce que franchement. Donc, je savais pas si c'était possible parce que à l'époque, j'étais au courant qu'aucune population dans le monde ne faisait une induction volontaire. Il y avait toujours une induction qui était ou par des plantes psychotropes, ou par la danse, ou par le tambour, ou par des, mais jamais comme ça, juste par la volonté. Donc, j'ai commencé par essayer d'induire la transe en imaginant le son du tambour. Ça marchait pas. Et après, au début, les premières transes, je tremblais énormément, comme ça, je tremblais. Et donc, je me suis dit, peut-être que si je tremble, ça va réenclencher la transe, parce que ça faisait déjà 3-4 ans que je pratiquais la transe en Mongolie, donc il y avait déjà une certaine expérience. Et ça a marché, en fait. Il se trouve que pour pouvoir faire cette expérience, j'avais trouvé un moyen d'auto-induire la transe et que ce tremblement me faisait retrouver l'état de transe. Donc quand j'ai été prête, je suis allée revoir Pierre Éthévenon qui m'a dit bon ben là ça va, tu bouges moins parce que le tambour ça réactive à chaque fois la transe. Si on la fait avec une auto-induction, elle est moins puissante, elle est moins on bouge moins. Donc c'était mieux. Voilà. Donc il m'a dit ben j'ai un chercheur, un ami qui serait peut-être intéressé, qui s'appelle Pierre Florhenry. Et Pierre Florhenry, il est à Edmonton, au Canada. Le problème, c'est qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc ça l'intéresse de faire un EEG de ton cerveau. Donc je me suis rendue à Edmonton, c'était en 2007. Et comment on avance là ? Ah ben voilà. Donc il me dit Pierre, donc alors Pierre Florhenry, le second, je vais trouver son image, voilà, parce que je vais passer sur tout ça. Pierre Florhenry, voilà, me dit on va faire, ah ben non alors. À partir de la diapositive actuelle, d'accord, j'ai compris. Voilà, donc Pierre Florhenry me dit on va faire ces enregistrements et donc l'idée c'est de te comparer à un groupe contrôle, on va te mettre des électrodes sur la tête, d'abord au repos pour voir ce qui se passe dans ton cerveau. D'abord ils m'ont fait faire une batterie de tests pour savoir si j'étais normale, hein, voilà. Donc ça c'est la réponse a été oui, donc ça m'a rassurée aussi. Et puis après, il m'a dit on va comparer tes enregistrements à un groupe contrôle de 80 personnes, femmes, droitières, même milieu socio-culturel, et on va voir s'il y a une différence déjà entre ton cerveau au repos et le cerveau au repos du groupe contrôle. Et puis après, on va mesurer on va faire un électroencéphalogramme de ton cerveau en transe.
Et on va comparer toujours au même groupe contrôle, qui eux sont pas en transe, mais on va voir ce qui se passe justement s'il y a une différence. Et aussi on va comparer ton cerveau au repos et ton cerveau en transe pour voir s'il y a des différences. Ah voilà, il y a des flèches. Ça marche comme ça là-dessus. Oui. Ah, il y a même une. D'accord. Donc là, vous voyez. Alors c'est le truc rouge, c'est. Ouais, c'est le pointeur normalement. Oui, il est là. Donc ici, le sujet 2432, c'est moi en transe. Et là, c'est le groupe. C'est moi, pas en transe. Et donc vous voyez que entre le cerveau au repos et le cerveau en transe, il y a des différences. Là où il a marqué les flèches, il y a des différences. Ils appellent ça une augmentation spectrale, donc de l'activité cérébrale à ces endroits-là. Donc les chercheurs nous raconteront après peut-être davantage de choses. Mais donc on voit là nettement qu'il y a vraiment une différence d'activité entre la transe et le repos. Ah non, c'est là. Ah oui, voilà, j'en ai raté une en fait. Voilà. Et celle-là, en fait, c'est moi en transe et moi et le groupe contrôle de 80 personnes. Donc là aussi, on voit qu'il y a une différence. Moi pendant la transe et eux dans leur cerveau à l'état habituel, et qu'il y a une augmentation des puissances spectrales à l'endroit où c'est indiqué. Donc déjà les premiers résultats montrent qu'il y a vraiment que c'est pas culturel la transe et qu'il y a vraiment un phénomène qui se passe au niveau du cerveau et une modification vraiment importante au niveau du cerveau. Alors dans certaines bandes de fréquences, mais tout ça, je vais pas vous embêter avec ça. Donc ça, c'est un peu la même chose. Mais on voit suivant les aires, les différentes zones du cerveau, le cerveau est cartographié, ça s'appelle les aires de Brodmann. Et donc il y a des endroits où en rouge, c'est les endroits qui sont activés par rapport à l'état normal. Et ça, c'est une activation qui est diminuée par rapport à l'état normal. Donc la bande de fréquence, là, c'est 14-20 Hz. Donc ce qu'on voit là-haut. Parce que ça change en fonction des bandes de fréquences, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est pareil. Dans une autre bande de fréquence, 21-50 Hz, on a une augmentation de l'activité cérébrale dans les zones ici et une diminution dans ces zones-là. Voilà. Donc tout ça, c'était en 2007 et il y a eu une publication de cette étude seulement en 2017. Hein. Donc il a fallu 10 ans pour que ça puisse être publié. Donc vous pourrez toujours, pour ceux que ça intéresse, consulter cet article en tapant Florent-Henri et Hall 2017. Je vais le marquer après et lire ça. Et donc voilà la conclusion. Qui montre que, en fait, au départ, on pensait que la transe était un état dissociatif pathologique. C'était les premières impressions de Florent-Henri, et il est revenu là-dessus et il a dit finalement que c'était un état dissociatif, mais non pathologique. Donc ça, c'était une grande nouveauté par rapport à la perception de ces états dans le milieu scientifique. Et donc non seulement c'est pas un état d'ordre pathologique, mais en plus ils pensent que ça va devenir un outil, la transe, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Voilà. Et on a commencé avec un psychiatre à essayer de commencer un travail avec des gens qui sont en dissociation, dans les crises de dissociation. Mais est celle-là pathologique, et savoir comment la transe pourrait les aider à contrôler leur dissociation pathologique non contrôlée, leur permettre d'apprendre à les contrôler. Mais on n'a pas encore de réponse du tout à ça, hein. C'est vraiment un début de travail. Alors, dans la mesure où on avait montré que, justement, c'était pas un phénomène culturel, mais bien un phénomène cognitif, que la transe était la modification due à une modification du fonctionnement du cerveau, on s'est dit qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait 0,0001% de la population qui accède à la transe. Alors on s'est dit, peut-être que le tambour mongol, il n'est pas assez efficace, parce qu'on s'est dit, c'est un potentiel cognitif, il est probablement en chacun de nous, mais certains ont développé ce potentiel, comme ceux qui sont définis en Mongolie comme étant chamans, ils ont développé ce potentiel, mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas ce potentiel, et que ce potentiel, on peut peut-être le développer ou les aider à le développer.
Donc on a imaginé des outils qui seraient plus efficaces que le son du tambour, mais on savait pas non plus si ça allait fonctionner. Donc avec un chercheur qui s'appelle Elie Le Kemener, on a modélisé le son du tambour et on a fait en sorte de rendre, parce que dans le son du tambour des chamans, moi comme je suis musicienne et compositeur, j'avais repéré des séquences de tambour qui étaient particulièrement efficaces et qui vraiment me faisaient basculer dans la transe. Alors que tous les boum 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 du tambour, tout ne fonctionne pas aussi bien. Donc ces clés-là, ces séquences-là, je me disais c'est une clé, ça c'est probablement une clé. Il faut travailler là-dessus, il faut peut-être en amplifier l'efficacité et obtenir des outils qu'on va amplifier, des outils qui vont permettre d'accéder à la transe, pas seulement à 0,0001% de la population. Alors ces outils, une fois qu'ils ont été prêts, on s'est dit on va les tester. Il se trouve que je fais des workshops à l'école des Beaux-Arts, donc j'en ai fait à Paris et là ça tombait sur les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Nantes et donc on fait un workshop trans et création. On travaille parce que c'est vrai que l'état de création, de toute façon, l'état de création c'est déjà un état modifié de conscience, dans la mesure où on perd la notion du temps, donc c'est déjà un état modifié de conscience. Alors on s'est dit on va leur proposer de tester ces outils puis voir si ça leur fait une transe. Et il se trouve que 16 sur 20 sont partis en transe, voilà. Donc là on arrivait à 80% au lieu de 0,0001% de la population, d'accord. Donc on s'est dit c'est intéressant, c'est mieux. Mais en fait c'est trop facile parce que ce sont des artistes, ils connaissent les états modifiés de conscience. Si on testait ces outils plutôt sur les chercheurs là. Et les psychiatres et tout ça, voilà. Donc là, c'est moi qui me suis amusée. Voilà, et donc on a testé ces outils. Donc ils vont vous en parler aujourd'hui parce que effectivement, la moyenne, c'est 80% des gens qui écoutent ces sons, qui entrent en transe à la première écoute. Bon, et d'une. Après, vous allez voir la première transe de ce monsieur-là. Donc il faut raconter peut-être un peu le contexte si tu veux dire maintenant et puis après on verra la vidéo. Le contexte. En fait, on se connaissait depuis quelque temps avec Corinne. On avait monté un groupe de scientifiques parce qu'on pensait que ça serait utile de pouvoir lui apporter quelque chose. Quelques mois après, j'avais déménagé, j'avais changé d'affectation, etc. Et en fait, je téléphone à Corinne parce que je lui dis, écoute, il se trouve que j'ai été opéré cet été et j'ai eu une compression de la moelle épinière. Et par conséquent, ça serait peut-être... je voulais juste lui donner des nouvelles. Et donc elle me dit, écoute, c'est sympa, mais ça serait peut-être bien que tu viennes et qu'on se voit. Voilà. Donc je savais pas exactement de quoi il allait... Voilà, moi j'avais une idée derrière la tête, bien sûr. et donc en fait, elle avait déjà la boucle de son, et c'était quelque chose qui avait été déjà préparé depuis des mois. Et moi, j'étais très très intéressé à cette boucle de son parce que je voulais qu'on travaille sur les transformés mathématiques qu'on pouvait utiliser pour obtenir en fait le son. Mais elle avait fait avec ses oreilles de musicienne une transformée mathématique beaucoup plus efficace que ce qu'on aurait fait avec nos algorithmes. Résultat, je me prépare à écouter la boucle de son avec aucune idée a priori. Donc voilà. Alors il faut dire que quand Francis arrive, il a une canne, il a beaucoup de mal à marcher, il est bloqué, le bassin est bloqué, et voilà. Donc il vient d'être opéré, et il a beaucoup de mal à se déplacer, et tout ça, voilà. Donc vous allez voir. Donc regardez le.
Donc c'est différent pour chacun, vous avez vu que c'est différent pour chacun, mais qu'en général le point commun à tous, c'est mon corps se met à faire des choses que j'ai pas décidé de faire, et donc alors on sait pas à quoi ça sert. Bien sûr, ça a des fonctions, par exemple pour Francis, ça a probablement eu des fonctions réparatrices sur la motricité, ça il va en parler. Donc il y a une raison d'être à tout ça, c'est-à-dire que le corps exprime des choses, le corps semble réparer des choses, et maintenant il faut qu'on fasse des recherches pour essayer de savoir quoi. Donc en psychiatrie, on va voir si ça a un effet sur les crises de dissociation. Mais après, il y a à faire un travail sur justement la rééducation. Il faut savoir si, en donnant cette possibilité au corps d'exprimer son intelligence, il peut nous dire des choses qu'on n'imagine pas, mais qui se met à faire. Voilà. Donc je vais passer la parole à Audrey qui va nous parler de l'hypnose et aussi de l'intérêt de cet autre état modifié de conscience. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, merci à Martine et toute l'équipe de l'ASBL Transpersonnel de m'avoir invitée aujourd'hui pour vous parler d'hypnose et du travail qu'on réalise au CHU de Liège, notamment au service d'algologie avec Madame Fémonville, mais également au GIGA, où on a toute une équipe de chercheurs qui nous permettent de faire les études que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, comme on a parlé de la transe, comme on a également la méditation et tout autre état de conscience modifié. Et avant de vraiment parler des études et des recherches qui sont réalisées sur l'hypnose, c'est important de la redéfinir. Et c'est important, dans un premier temps, de pouvoir faire le tri parmi les mythes et les croyances qui sont véhiculés, notamment par les films, par les reportages, par les spectacles, qui véhiculent toutes sortes de messages qui sont souvent faux, qui sont parfois quelque peu erronés. Donc, par exemple, on a souvent la croyance qu'on peut être hypnotisé par le regard, que quelqu'un nous regarde avec un regard magique ou magnétique et nous met dans un état particulier, ça c'est faux. Donc l'hypnose, c'est vraiment une technique de communication particulière qui nous permet d'aider la personne à entrer en état d'hypnose. L'hypnose, ce n'est pas un sommeil. Donc on a longtemps cru que l'hypnose s'apparentait à un état de sommeil. On sait actuellement que non, notamment grâce à toute une série d'études en neuroimagerie qui montrent que lorsqu'on dort ou lorsqu'on est en état d'hypnose, notre cerveau fonctionne totalement différemment. Donc on a vraiment une activité cérébrale propre, tant pour le sommeil que pour l'hypnose. Faut-il croire en l'hypnose ? On a beaucoup de gens qui disent parfois moi je ne crois pas en l'hypnose, ça ne va pas marcher. L'hypnose, il n'y a pas de croyance à avoir, c'est pas comme une religion. Donc l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, c'est un état dans lequel notre cerveau fonctionne différemment et on est tous capables de se mettre en hypnose. C'est vraiment un talent inné que tout être humain a. Est-ce qu'en hypnose, on peut manipuler ? C'est vrai, on peut manipuler en hypnose parce que dans cet état-là, notre capacité de jugement critique et d'analyse est totalement différente et voire totalement absente. Donc si on est dans un cadre où il n'y a pas ou peu d'éthique, on peut manipuler alors la personne qui est en état d'hypnose et lui faire dire des choses ou faire des choses qu'il ne ferait pas spontanément. Par contre, dans le domaine du soin, on est dans un cadre éthique très particulier, c'est cadré, on travaille tous selon notre spécialisation. Et là, évidemment, on n'est pas là pour manipuler les personnes. Donc, c'est important de le savoir. Si un jour vous décidez d'utiliser l'hypnose pour faire une psychothérapie ou de l'hypnose dans le soin, choisissez un professionnel de la santé qui est formé tout d'abord dans sa spécialité et qui utilise l'hypnose en plus comme outil pour sa pratique. En hypnose, on a une obéissance aveugle. Donc ça, dans les spectacles, on a l'impression qu'on a un hypnotiseur qui claque des doigts, qui vous dit « je dors » et maintenant on fait le pitre sur la scène et que la personne va obéir de manière aveugle. Donc c'est faux. Quand on est en hypnose, on a un contrôle. On est conscient qu'on est dans cet état. Notre esprit critique est moins présent, mais
c'est quand même nous qui contrôlons ce que nous allons faire. Donc si vous décidez de ne pas rentrer dans cet état d'hypnose, vous n'allez pas rentrer. Il n'y a pas une obéissance aveugle par rapport à ce qu'on appelle l'hypnotiseur. Pour être hypnotisé, il faut être hystérique, c'est faux. L'hypnose est une perte de conscience, c'est également faux, et je vais vous le montrer alors plus en détail. Quand on est en hypnose, on est conscient. C'est simplement que nos mécanismes de conscience sont différents. L'hypnose peut diminuer ou supprimer la douleur, c'est vrai, et ça j'en reparlerai plus en détail également. Donc l'hypnose, on peut l'observer différemment au niveau comportemental, selon qu'on soit dans des transes collectives, dans des hypnoses de spectacle ou dans un cadre thérapeutique. Donc selon l'endroit où vous allez observer quelqu'un qui est en hypnose, vous allez voir extérieurement des comportements différents. Donc en bref, l'hypnose, qu'est-ce que c'est ? C'est un état de conscience qui implique une attention focalisée et une diminution de la conscience de l'environnement. L'hypnose est caractérisée par une augmentation de la capacité à répondre aux suggestions. Ça, c'est la définition officielle. Donc, comme je vous le disais, l'hypnose, c'est un talent inné. Ça veut dire que vous êtes tous capables de vous mettre dans cet état particulier. Vous avez peut-être déjà chacun vécu des hypnoses que l'on appelle naturelles. Par exemple, si vous vous rendez à un endroit, vous faites le trajet de votre point A jusqu'à votre point B, et vous arrivez à votre point B en vous disant « je suis déjà là » et vous ne vous êtes pas rendu compte de votre trajet. C'est ce qu'on appelle une hypnose naturelle. Vous étiez tellement focalisé sur votre petite voix intérieure, sur votre conscience interne, que vous n'avez pas fait attention particulièrement au trajet. Pourtant, vous êtes arrivé à bon port sans accident. Ça vous arrive aussi peut-être si vous êtes focalisé sur un spectacle ou un film que vous appréciez particulièrement, et vous n'entendez pas votre voisin qui éternue ou qui tousse sans cesse. Vous êtes tellement focalisé sur un objet que votre conscience de l'environnement est fortement diminuée. C'est important aussi de bien se rendre compte qu'on n'a pas un hypnotiseur qui a ce pouvoir de vous mettre en hypnose, mais qu'on se met soi-même en hypnose. Donc c'est vous-même qui allez décider, ou pas, de suivre les suggestions du professionnel qui pratique l'hypnose. C'est vous-même qui allez pouvoir vous mettre dans cet état-là. Donc, comme je vous le disais, en hypnose, on a une suspension du jugement critique. Nos capacités d'analyse et de raisonnement sont fortement diminuées. On peut avoir une modification de la perception du temps. Certaines personnes ont l'impression d'un temps qui est allongé, d'autres un temps qui est raccourci. On augmente la crédibilité, donc on accepte beaucoup plus facilement toutes les suggestions. Et ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, du coup, quand on travaille avec des patients. En hypnose, on a plus facilement cette capacité de suivre les suggestions qui sont données par le professionnel, puisque, justement, notre capacité d'analyse et de raisonnement est diminuée. Et on peut modifier l'accès à la mémoire. Donc, il y a des personnes qui, parfois, vont nous dire... je me suis souvenu de la couleur de la robe que je portais quand j'avais 4 ans, alors qu'a priori, elle avait oublié la couleur de cette robe. Cette modification de l'accès à la mémoire, on l'utilise aussi en psychothérapie pour aller retravailler sur des événements qui ont été plus problématiques ou traumatisants, et aider la personne à passer au-dessus de ces événements. Donc, l'hypnose, c'est un processus de conscience particulier parce que l'individu va revivre des événements autant en tant qu'acteur que observateur. Donc on a vraiment cette dissociation. En même temps, on peut être acteur du souvenir que l'on va revivre en hypnose, et en même temps, on va s'observer en train de revivre ce souvenir. Donc c'est assez particulier. L'hypnose est composée de 3 composantes principales. L'absorption, qui est la capacité à s'impliquer complètement dans une expérience imaginative. La dissociation, qui représente la séparation de comportements qui d'habitude vont ensemble. Et la suggestibilité, donc c'est cette capacité d'accepter les instructions ou les suggestions. C'est cette diminution du raisonnement critique, de la capacité d'analyse. Pendant longtemps, on a cru que l'hypnose, c'était simplement de l'imagerie mentale. Et donc, c'était simplement se souvenir d'un souvenir agréable qui nous mettait dans cet état particulier. Donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est réellement une simple imagerie mentale ? Et dans ces travaux, on a comparé 3 états. Vous avez les résultats en blanc d'un éveil normal, simplement les yeux fermés et on pense à n'importe quoi. En gris, d'une condition d'imagerie mentale. Donc, on proposait aux personnes de se souvenir d'un souvenir agréable. Et en noir,
un état d'hypnose au cours duquel on suggérait la remémoration de ce souvenir agréable. Et vous voyez simplement au niveau phénoménologique, donc simplement au niveau du ressenti des personnes, on leur demandait d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de leur absorption, de leur dissociation et l'intensité de leur pensée liée à l'environnement. Et vous voyez que pour ces trois composantes, en hypnose, on a significativement plus de sensations d'absorption, plus cette sensation de dissociation et significativement moins de pensée liée à l'environnement. Donc ça traduit bien ici une différence entre l'imagerie mentale simple et l'hypnose. Et ce type de comparaison a été réalisé par différentes équipes. Et là, à nouveau, donc vous avez en noir les résultats en hypnose et en blanc en éveil normal. Et vous voyez qu'aussi bien au niveau de la sensation de relaxation, de l'absorption, de la distraction, des capacités d'analyse, des jugements critiques et de cette sensation d'avoir un esprit encombré, on voit très bien qu'en hypnose, on a un fonctionnement différent que lorsqu'on est en état de conscience normale. Et ce qui se passe, en fait, on peut l'illustrer par le fonctionnement cérébral. Donc, à nouveau, ici, on a comparé cette condition, cet état de conscience particulier qui est l'hypnose avec l'imagerie mentale. Donc, vous avez à votre gauche, ici, les résultats d'un PET scan, donc un scanner qui enregistre l'activité cérébrale en hypnose et en imagerie mentale. Donc vous avez ici, vous voyez le profil du cerveau, sur cette image-ci, comme si on le coupait en son milieu, et ici, une vue d'en haut. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est de voir qu'en hypnose, on active particulièrement les régions occipitales, donc à l'arrière de votre tête, des régions préfrontales, ici, donc vraiment à l'avant de votre tête, et ici au centre, des régions plutôt liées aux activités motrices. Et vous voyez qu'on ne reproduit pas du tout ce type d'activation simplement quand on est en train de se remémorer un souvenir agréable. Donc en hypnose, tout se passe comme si on était réellement en train de voir ce qu'on est en train d'imaginer, comme si on était réellement en train de bouger, de réaliser ces activités motrices. Et les régions préfrontales, elles sont liées notamment à un processus de conscience de soi, de conscience interne, qui se modifie quand on est dans cet état d'hypnose. Et donc, on voit bien qu'on a une activité cérébrale différente que lorsqu'on se souvient de quelque chose d'agréable. Donc, l'hypnose est un état de conscience modifié, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre. Et c'est tout l'intérêt des études, de comprendre pourquoi on vit ce type d'état. Est-ce qu'il y a des marqueurs objectifs de l'hypnose et de la transe hypnotique ? Donc, si on parle d'état de conscience modifié, je pense qu'il faut, dans un premier temps, aussi pouvoir se poser la question de la conscience. Donc ici, je parle d'un niveau neuroscientifique, donc pas d'un niveau philosophique. On considère que la conscience, elle a deux composantes principales, le niveau d'éveil et le niveau de conscience. Et ces deux composantes sont directement liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que plus vous allez vous endormir, être somnolent et être en sommeil profond, plus votre niveau d'éveil et votre niveau de conscience vont diminuer de manière simultanée. On observe déjà en sommeil des états de dissociation. Par exemple, lorsque vous êtes en train de rêver, le niveau de conscience est différent que le moment où vous êtes en sommeil profond. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'expérience de rêves lucides. Donc, ce sont ces rêves où vous avez l'impression que vous contrôlez vous-même le déroulement de votre rêve. Vous savez exactement comment vous voulez le diriger et vous savez le diriger. Donc là, à nouveau, on a une dissociation entre niveau de conscience et niveau d'éveil. Alors, des patients qui sont en anesthésie générale et en coma, ont un niveau de conscience et un niveau d'éveil qui est totalement nul. Vous aurez beau les stimuler, les pincer, leur parler, ce sont des personnes qui ne vont pas réagir. On a aussi des états pathologiques où on observe une dissociation de ces états d'éveil et de conscience, qu'on observe dans l'état végétatif qu'on appelle maintenant le syndrome d'éveil non répondant, chez des personnes qui ont des crises d'épilepsie ou dans le somnambulisme. Des patients qui évoluent, qui récupèrent un certain degré de conscience, qu'on appelle des patients en état de conscience minimale, eux récupèrent un certain niveau de conscience et ont un niveau d'éveil
totalement récupéré. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est de pouvoir situer l'hypnose. L'hypnose se situe à peu près ici. Donc en hypnose, on a un niveau de conscience qui est totalement présent et un niveau d'éveil qui est récupéré mais qui est différent. Donc vous voyez qu'on ne se situe pas exactement au niveau de la conscience normale comme on la vit dans la vie de tous les jours, qu'on ne se situe pas au niveau de patients qui ont des troubles de la conscience, mais qu'on est un peu ici dans une sorte de dissociation au niveau du niveau de conscience et de l'éveil. On considère pour l'instant que la conscience se trouve au niveau d'un réseau qu'on appelle fronto-pariétal au niveau de notre cerveau. Donc ce sont ces régions que vous avez ici en rouge qui reprennent un ensemble de régions au niveau frontal, au niveau pariétal et qui sont toutes liées à cette petite région en verte qu'on appelle le thalamus. Et pour être conscient, ce réseau doit être activé et doit communiquer toutes les régions doivent communiquer entre elles, donc doivent être connectées. Dans ce réseau de conscience, on a cette petite région ici en rouge qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui joue un rôle majeur dans ces processus de conscience. Et on a voulu voir comment ces réseaux liés à la conscience, comment cette conscience réagissait quand les personnes sont en état d'hypnose. Donc première chose, on a demandé à des sujets de s'installer devant un clavier d'ordinateur, de poser leurs deux mains devant ce clavier et de fermer les yeux. Et toutes les 20 secondes à peu près, on leur faisait écouter un bip sonore. Et on leur demandait qu'à chaque fois qu'elles entendaient ce bip, elles évaluent d'une part l'intensité de la conscience qu'elles ont d'elles-mêmes et en même temps l'intensité de la conscience qu'elles ont de leur environnement, donc de tout ce qu'elles perçoivent à travers leurs 5 sens. Et voilà ce qu'on observe. Quand on est en état de conscience normale, on a une balance assez bien équilibrée entre l'intensité de la conscience que l'on a de nous-mêmes et la conscience que l'on a de notre environnement. Donc vous avez ici les scores de conscience interne et de conscience externe. Donc interne, c'est conscience de soi, externe de l'environnement. Et vous voyez sur ce graphique, donc vous avez en pointillé la conscience interne et en trait plein la conscience externe. Et ce qui est important de voir, c'est d'observer qu'à chaque fois que la conscience externe est basse, notre niveau de conscience interne est élevé. Et inversement, à chaque fois que le niveau de la conscience interne est bas, on voit que la conscience de l'environnement est élevée. Donc ça, on le sait de manière intuitive. Si vous êtes très concentré sur ce que je dis, vous n'êtes pas en train de réfléchir à la liste de courses que vous devez faire demain, vous n'êtes pas en train d'avoir des réflexions propres à vous. Inversement, si vous partez dans vos pensées, vous allez moins percevoir ce qui vous entoure, voir ce que je vous présente. En hypnose, voilà ce qui se passe. On a une dissociation entre ces deux types de conscience au niveau du ressenti subjectif des sujets. Donc vous voyez en bleu que le niveau de la conscience interne augmente de manière importante et en rouge, la conscience de l'environnement diminue fortement et on a même certains sujets qui nous rapportent n'avoir plus aucune conscience de ce qui se passe autour d'eux. Et ce qu'on voit, donc, quand vous êtes en état d'éveil normal, ce switch entre conscience interne et externe, donc la manière dont vous allez osciller entre l'environnement et la conscience de vous-même se fait à peu près toutes les 20 secondes. Et vous voyez qu'en hypnose, on ralentit cette dissociation entre les deux et on arrive à 33 secondes. Au niveau cérébral, comment ça se traduit? Donc tout d'abord, quand vous êtes en état d'éveil normal, chaque fois que vous allez être dans vos pensées, être dans cette conscience interne de manière plus importante, on va observer dans le cerveau l'activation de ce réseau en bleu qui comprend des régions préfrontales à l'avant du cerveau et des régions qu'on appelle le précuneus qui sont plus à l'arrière et au milieu dans le cerveau. Et par contre, à chaque fois que vous allez être concentré sur ce qui se passe autour de vous, que votre conscience externe est activée, on va avoir une activité au niveau de ces régions en rouge qui sont plus au niveau temporopariétal. Pardon. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette dissociation que je vous montrais tout à l'heure s'observe également au niveau de ces réseaux cérébraux. Donc, vous avez ici l'illustration de l'intensité de l'activité du réseau de la conscience interne, en bleu, et l'intensité de l'activité du réseau de la conscience externe, en rouge. Et vous voyez qu'à chaque fois que le réseau de la conscience interne est activé, celui de la conscience externe est désactivé. Donc on a vraiment aussi cette dissociation entre cette activité cérébrale liée à ces deux réseaux de la conscience. En hypnose, on observe un autre fonctionnement.
Donc vous avez les images de cerveau ici au-dessus représentent à nouveau un état d'éveil normal et en dessous l'intensité de l'activité de la conscience interne en jaune et en bleu pour la conscience externe en hypnose. Première chose, si on se concentre sur la conscience de l'environnement, vous voyez qu'en hypnose, on n'observe plus aucune activité. Donc cette sensation que les sujets rapportent d'être déconnectés de leur environnement se traduit par une absence d'activité au niveau cérébral de ce réseau lié à la perception de l'environnement. Au niveau de la conscience de soi, c'est un peu plus subtil. Donc vous voyez qu'on a encore une activité au sein de ce réseau de la conscience de soi en jaune. Mais si on creuse un peu plus, on observe en fait que ce n'est pas tellement l'intensité de l'activité de ce réseau qui est modifiée, mais c'est plutôt ce qu'on appelle la connectivité, donc la communication entre les différentes régions. Et plus particulièrement, on observe donc en bleu ici une diminution de la communication, de la connectivité entre des régions para-hippocampiques, donc des structures plus internes, et une augmentation de la connectivité en orange entre des régions préfrontales et des régions plutôt temporales. Donc on a, au niveau de la conscience qu'on a de nous-mêmes en hypnose, on a plus une restructuration ou une déstructuration de ce réseau de la conscience interne. Donc Corinne en parlait tout à l'heure par rapport aux trans chamaniques liées et les perceptions de la douleur. En hypnose aussi, on observe que l'on a un impact sur la perception de la douleur. Et au CHU de Liège, depuis plus de 20 ans, sous l'impulsion du professeur Fémonville, on utilise ce qu'on appelle l'hypnosédation. Donc c'est une combinaison de l'hypnose avec une sédation consciente dans la chirurgie, qui permet alors d'éviter une anesthésie générale. Alors on est scientifique, hein, donc on aime bien tester, valider, vérifier ce qu'on fait. Et on a fait passer des tests à des patients, soit qui ont une anesthésie générale, soit qui ont bénéficié d'une hypnosédation. Et on observe que les patients qui bénéficient d'une hypnosédation rapportent une diminution significative de la douleur. Donc même si on n'a pas d'anesthésie en général, d'anesthésie en chimique, on observe tout de même une diminution de cette perception de la douleur grâce à l'hypnose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également une diminution de l'anxiété, aussi bien avant la chirurgie et particulièrement également après la chirurgie. Une diminution aussi de la fatigue. Évidemment, on n'a pas les effets secondaires liés à l'anesthésiant, donc les personnes sont beaucoup moins fatiguées après leur opération, ce qui a pour impact qu'ils retournent beaucoup plus rapidement au travail et dans leur vie active. Donc l'hypnosédation, c'est une technique que l'on peut utiliser dans toutes sortes d'interventions, aussi bien des interventions au niveau de la thyroïde, au niveau vasculaire, rénal, de chirurgie mammaire, de colectomie. Au niveau, il y a des études aussi qui ont testé cette combinaison hypnose et sédation chez des patients qui devaient avoir une craniotomie, qui avaient un gliome cérébral. Donc il y a vraiment tout un panel de chirurgies qui peuvent bénéficier de cette technique. Ce qui est important, c'est vraiment la collaboration entre les anesthésistes, les chirurgiens et les infirmières. Parce qu'il est clair qu'utiliser l'hypnosédation implique vraiment une adaptation du comportement de l'ensemble de l'équipe. On a besoin de plus de calme, on a besoin de permettre le temps d'induction de l'hypnose pour faire la chirurgie. Et ce qui est important aussi, c'est que la personne qui pratique l'hypnosédation soit un anesthésiste. Donc moi, en tant que psychologue, je ne peux pas aller faire une hypnosédation parce qu'en cas de changement au niveau de la chirurgie ou de complications, je n'ai pas les outils après pour gérer l'anesthésie. Alors, si j'en reviens à la douleur, on a également essayé de comprendre comment l'hypnose agit sur la douleur tout d'abord aiguë. De nouveau, on compare des états. On compare ce qu'on appelle un état de repos, donc les yeux ouverts, conscients, éveillés. Un état où on demande au sujet de faire de l'imagerie mentale, se souvenir d'un souvenir agréable, et un état d'hypnose. Et là, on a demandé au sujet d'évaluer de 0 à 10 l'intensité de leurs sensations douloureuses, en blanc, et l'intensité de leur inconfort. Et vous voyez qu'en hypnose, on a un effet bénéfique aussi bien sur la sensation de la douleur que sur l'inconfort, et ce de manière plus importante que la simple imagerie mentale ou que l'éveil normal. On a cet effet
pas uniquement sur la douleur, mais aussi sur les perceptions sensorielles. Donc ici, on a utilisé dans cette étude un laser qui envoie des stimulations sur le dos de la main, qui permet d'envoyer des stimulations non douloureuses, en dessous de 450 millijoules, donc c'est une sensation de chaleur au niveau de la main, et des sensations plus douloureuses. Donc là, on fait augmenter la chaleur pour qu'il y ait douleur. Et vous voyez en noir, on a l'évaluation des effets de l'hypnose, et vous voyez que autant pour des sensations, des perceptions douloureuses que non douloureuses, on diminue la perception que les sujets ont de ces stimulations lorsqu'ils sont en hypnose. Et à nouveau, on aime bien, nous, comprendre ce qui se passe au niveau cérébral, et on voit qu'au niveau du cerveau, on a des nettes différences en hypnose par rapport à un état d'éveil normal. Donc là, vous avez l'activité cérébrale en état d'éveil normal. C'est-à-dire que si, à vous tous, maintenant, je vous pince la main, vous allez, vous, tous, activer ce type de région au niveau de votre cerveau. C'est ce qu'on appelle le réseau de la douleur. Donc ça, c'est commun à nous tous. Et voilà ce qui se passe en hypnose. Donc vous allez être dans un état d'hypnose, je vous pince la main exactement de la même manière. Par contre, vous allez moins ressentir cette douleur, et au niveau de votre cerveau, on n'observe plus cette activation du réseau de la douleur. Donc en hypnose, on arrive vraiment à avoir, grâce à cette technique, un impact sur le réseau de la douleur, ce qui permet d'avoir un impact au niveau du confort, au niveau du corps. Et particulièrement, par rapport à la douleur, on va modifier cette petite région qu'on retrouvait notamment tout à l'heure quand Corinne montrait les résultats EEG des trans, c'est ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, et qui joue un rôle primordial dans la perception que vous avez des sensations et de la douleur, parce que cette région est impliquée dans l'affectivité. Donc quand vous avez mal, vous avez aussi une série d'émotions qui accompagnent cette douleur, et elles sont liées à cette petite région, ce cortex singulaire antérieur. Et en hypnose, vous voyez, c'est la ligne verte ici sur ce graphique, ce cortex singulaire antérieur va changer de comportement, va être beaucoup plus actif, mais surtout va être beaucoup plus connecté, être beaucoup moins connecté avec le reste du réseau de la douleur. Donc ça explique de nouveau ce que les sujets rapportent en hypnose. Alors on peut moduler, là je vous ai parlé de la douleur, on peut moduler aussi d'autres perceptions sensorielles. Donc ça, ce sont des études assez amusantes où les auteurs ont demandé d'une part à des sujets d'observer ce pattern en couleur. Deuxième étape, deuxième condition, on leur demande d'observer ce pattern en noir et blanc, mais en hypnose on leur suggère que ce pattern est coloré. Donc on donne la suggestion de couleur alors que c'est en noir et blanc. Et ce qu'on observe, c'est que lorsque les sujets voient cette image en noir et blanc avec la suggestion qu'elle est en couleur, au niveau du cerveau, on voit une activité de ces régions en orange, qui sont les régions qui sont connues pour la perception de la couleur. Donc d'une part, les personnes, les sujets disent qu'elles voient cette image en noir et blanc en couleur, elles peuvent la décrire, et on voit au niveau du cerveau qu'elles activent les régions de la couleur comme si elles voyaient réellement cette couleur. On peut aussi faire percevoir des stimulations, des choses auditives, des voix, simplement par la suggestion en hypnose. Donc là, dans cette étude, les auteurs ont comparé 3 conditions. On demandait d'abord aux sujets de faire attention à un message qu'ils entendaient enregistré sur un enregistrement audio. Deuxième condition, on leur demandait simplement d'imaginer, de faire comme s'ils entendaient réellement l'histoire préenregistrée, alors qu'aucun enregistrement audio n'était présenté. Et troisième condition, alors en hypnose, on faisait la suggestion que les personnes entendaient un réel message, alors qu'aucun message ne leur était transmis. Et au niveau cérébral, voilà ce qui se passe. Donc on voit qu'aussi bien qu'en hypnose, que dans la condition où le message est réellement transmis, on voit une activité de cette région au niveau frontal. De nouveau, une partie du cortex singulaire est activée, alors qu'on n'observe pas du tout cette activité lorsqu'on demande simplement au sujet d'imaginer entendre quelque chose qu'ils n'entendent pas. Donc avec l'hypnose, on arrive à faire percevoir les choses comme si elles étaient réellement présentes. Et si on peut diminuer la douleur, on peut également l'augmenter. Donc là, à nouveau, on fait mal sur le dos de la main des sujets. On enregistre l'activité du cerveau. On voit que tout le réseau de la douleur s'active. Deuxième condition, on ne fait rien. Mais on leur dit, faites comme si on vous faisait mal. Faites de votre mieux pour ressentir cette douleur. Donc les sujets disent qu'ils y arrivent. Mais au niveau du cerveau, on a très très peu d'activité. Troisième condition, on ne fait rien.
Par contre, on induit une hypnose et on suggère la douleur. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble du réseau de la douleur est actif. Donc, à nouveau, on arrive à faire percevoir quelque chose qui n'existe pas. Donc là, si on peut faire augmenter la douleur, on peut évidemment la diminuer. Donc, toutes ces études sont intéressantes pour comprendre le mécanisme, comprendre le processus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de maintenant, en tout cas pour nous, de comprendre concrètement à quoi ça sert, comment on peut aider des patients, comment on peut l'appliquer dans le milieu clinique. Donc je vais vous présenter quelques études qu'on a réalisées au Centre de la douleur avec des patients qui souffrent de douleurs chroniques et des patients qui sont suivis en oncologie. Donc, un patient qui souffre de douleurs chroniques, qui vient dans notre centre, suit un parcours assez classique. Donc, première rencontre, il rencontre un médecin algologue, il rencontre, au cours de cette consultation, on lui propose notre approche multidisciplinaire, c'est-à-dire de voir les infirmières, les kinés, les psychologues. S'il est d'accord, alors on lui demande de remplir une série de questionnaires avant toute prise en charge, où on va évaluer la douleur, la qualité de vie, le sommeil et toutes sortes de variables. Puis il va rencontrer toute l'équipe pluridisciplinaire. On se réunit tous, on fait un diagnostic et on propose alors un traitement. Dans cette première partie de notre travail, on proposait 4 types de traitements. Soit le patient ne bénéficiait que de kiné, 20 séances de kiné. Soit le patient bénéficiait de 8 à 10 sessions de psychoéducation. Donc ce sont des séances d'information où on explique le processus de la douleur et de la douleur chronique. Soit le patient pouvait bénéficier de psychoéducation et de kiné, donc des 2 techniques combinées. Soit le patient peut bénéficier alors d'auto-hypnose combinée à l'auto-bienveillance. Et à la fin de ces traitements, quel que soit le traitement, le patient remplit exactement les mêmes questionnaires que les questionnaires qu'il a remplis au préalable. Et voilà ce qu'on observe. Donc, on a fait toute une série de tests et on compare les 4 groupes. Donc, un groupe contrôle qui n'a reçu aucun traitement, le groupe qui a bénéficié de la kiné, de la psychoéducation combinée à la kiné et de l'auto-hypnose. Donc, vous voyez que les patients qui ont bénéficié de la psychoéducation combinée à la kiné rapportent une diminution de l'interférence de la douleur dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils sont moins perturbés par la douleur au quotidien, et une diminution de l'anxiété. Par contre, les patients qui ont appris l'auto-hypnose et la combinée à l'auto-bienveillance rapportent des meilleurs résultats. Donc, concrètement, ce sont des séances de 2 heures, au cours desquelles, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on va donner des tâches d'auto-bienveillance aux patients. Ce sont des tâches pour réapprendre à prendre soin de soi-même. Donc c'est se faire plaisir au quotidien, c'est apprendre à connaître ses besoins, poser ses limites, apprendre à dire non. Et à la fin de ces séances, alors on fait un exercice d'hypnose tous ensemble, guidé par le professionnel, donc un des psychologues du service ou une anesthésiste. Et on donne un CD avec cet exercice d'hypnose et on demande aux patients de l'écouter le plus régulièrement possible, dans l'idéal tous les jours. À la suite de ces séances, donc uniquement dans cette étude 6 séances, contre 20 séances ici de psychoéducation et de kiné, on voit qu'on a une diminution significative de la douleur, de l'interférence de la douleur dans la vie quotidienne, une diminution de l'anxiété, une diminution de la dépression et une amélioration de la qualité de vie au niveau mental. Donc les sujets se disent être mieux au niveau de la régulation émotionnelle et de leur qualité de vie. On voit toujours dans les mêmes schémas, là de nouveau, si on compare psychoéducation et kiné à des patients qui ont eu de l'auto-hypnose, on voit qu'on leur permet aussi de modifier leurs croyances par rapport à la douleur. Donc ça, c'est important parce que les croyances que les personnes ont par rapport à la douleur vont être un facteur d'entretien de cette douleur. Donc c'est important de pouvoir à un moment donné modifier ces stratégies d'adaptation pour améliorer le bien-être au quotidien. Et les patients qui ont appris l'auto-hypnose, donc de nouveau on voit une diminution de la douleur, mais on voit que ces patients vont changer la manière dont ils ont un contrôle sur cette douleur. Donc la plupart du temps, les patients qui arrivent chez nous, ce sont des douleurs chroniques depuis au moins 10 ans. Donc c'est des patients pour qui cette douleur contrôle leur vie. C'est la douleur qui va décider s'ils vont aller au cinéma, c'est la douleur qui va décider s'ils peuvent reprendre le travail, c'est la douleur qui décide tout. Donc là, on voit que ces patients, grâce à l'auto-hypnose, vont reprendre un contrôle sur cette douleur. La douleur ne sera plus le seul maître dans la vie quotidienne. Eux ont pu mettre en place des stratégies pour être les décideurs.
Les patients qui ont appris l'auto-hypnose ont aussi une diminution de la sensation de handicap liée à cette reprise de contrôle et rapportent aussi moins d'attente de guérison, moins d'attente par rapport à une guérison miracle qui actuellement n'existe pas au niveau médical pour les douleurs chroniques. Et si on demande aux patients, quelle est votre impression, vous, de changement? Quelle est votre impression, votre satisfaction par rapport à ce changement? On voit que les patients qui ont bénéficié de l'auto-hypnose rapportent 84% de ces patients rapportent une impression d'amélioration, contre 54% des patients qui ont suivi la psychoéducation et la kiné et 45% des sujets contrôle. Donc on voit quand même qu'on a une bonne satisfaction des patients par rapport à cette prise en charge. Ce travail qui est fait avec les patients en douleur chronique depuis des longues années a été développé maintenant en oncologie. On a adapté ce travail avec des patients qui sont en cours de traitement, en fin de traitement en oncologie, pour aussi les aider à améliorer leur qualité de vie et aussi diminuer parfois les effets secondaires des traitements. Donc c'est à peu près les mêmes schémas d'études. Donc dans cette étude, on a 99 patientes qui ont eu un cancer du sein, qui ont pu choisir soit de bénéficier de ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales, donc c'est des prises en charge en groupe où on fait de la thérapie, une sorte de thérapie psychologique, soit du yoga, soit l'apprentissage de l'hypnose et de l'autobienveillance. Donc à nouveau, les patients sont évalués avant la prise en charge, reçoivent les 6 séances, un des trois traitements, ont des questionnaires, on les laisse tranquilles 3 mois, on leur redonne des questionnaires, on les laisse tranquilles 6 mois, on leur redonne des questionnaires. Pourquoi on fait ça dans le temps? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi si ces bénéfices s'installent dans le temps. Si on a un bénéfice uniquement qu'à la fin du traitement et puis que ça s'estompe, c'est pas, on doit changer nos stratégies alors d'approche en tant que soignant. Et ce qu'on voit, donc je vous ai entouré en rouge les résultats qui ressortent comme étant significatifs. Donc les patientes qui ont bénéficié du yoga rapportent moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure qualité de vie et moins de difficultés de sommeil. Les patientes qui ont bénéficié de l'auto-hypnose, elles, rapportent beaucoup plus de résultats significatifs. Donc de nouveau, moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure qualité de vie globale, une meilleure gestion émotionnelle, moins de fatigue, moins de préoccupations anxieuses et globalement ici, moins de difficultés d'endormissement, moins de difficultés de sommeil. Et ces effets se maintiennent dans le temps. Et ça aussi bien pour le yoga que pour l'apprentissage de l'auto-hypnose. Donc vous avez ici les 3 temps d'évaluation, avant le traitement, après 3 mois et après 9 mois. Et les petits points rouges représentent les résultats d'hypnose, les carrés bleus du yoga. Et vous voyez que aussi bien pour l'anxiété, on voit un maintien de cette diminution de l'anxiété après le yoga, après l'hypnose. On voit également un maintien de la diminution des difficultés de sommeil, un maintien aussi de la diminution de la dépression et aussi de la qualité du sommeil. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui nous intéressait le plus, c'est de voir qu'après la fin des séances, donc après on a terminé ce cycle où on voit les patientes toutes les 2 semaines, elles sont retournées chez elles sont autonomes dans leur utilisation d'hypnose, on voit que ces effets sont maintenus dans le temps et donc elles retirent un effet bénéfique à long terme. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc le message à retenir, c'est que l'hypnose, c'est un état de conscience modifié qui va modifier nos capacités d'absorption, qui va modifier notre dissociation et qui modifie en fait la conscience que l'on a de nous-mêmes et la conscience de notre environnement. C'est donc un talent inné que l'on a tous et que l'on vit peut-être naturellement, mais qu'on peut aussi apprendre pour augmenter ses capacités d'hypnotisabilité. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère. On le voit au niveau de l'activité cérébrale, du fonctionnement de notre cerveau. C'est un fonctionnement différent qui permet d'accéder à ces capacités. Et cet outil est intéressant puisqu'on peut l'utiliser de manière dans notre pratique clinique. Ici, je vous ai parlé de douleurs chroniques, d'oncologie, mais on l'utilise aussi pour les accouchements, on l'utilise en psychothérapie, on l'utilise pour la dépression, on l'utilise aussi beaucoup au niveau des soins dentaires. Ça permet de diminuer la douleur, ça permet de diminuer la détresse émotionnelle, de diminuer la fatigue et d'augmenter la qualité de vie globale. Donc on a vraiment un impact bénéfique pour les patients
grâce à l'apprentissage et la pratique de l'hypnose. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on fait des questions maintenant ou comment tu veux fonctionner ? Et si on fait les questions maintenant, elles vont être limitées à 2-3 questions. Voilà, si vous avez des questions à poser sur ce qui vient de se passer. Sinon, on fera une autre série de questions après. Est-ce qu'il y a un... Oui, madame, oui. Alors, c'est ce dont va parler Francis, c'est-à-dire que, en fait, l'expérience de la transe, pour l'instant, on n'a pas d'études là-dessus. Voilà. Donc, Audrey peut parler vraiment de l'hypnose parce qu'il y a des études. Alors, peut-être qu'on va engager après un protocole pour comparer justement les deux états et voir quel est l'intérêt d'un état, quel est l'intérêt de l'autre. Mais les deux outils sont intéressants, peut-être à des points de vue différents. Peut-être que certains sont plus utiles dans certaines parties d'une thérapie, d'autres et l'autre plus intéressant dans d'autres parties. Ça, on n'en sait rien. Mais Francis va vous parler aussi de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est objectivement et personnellement ce qu'on perçoit de l'état. Donc ce que vous dites là, c'est peut-être juste pour vous, mais pour l'instant on n'a pas le recul nécessaire pour dire si c'est une généralité, si on peut affirmer que voilà, c'est la transe est un état plus profond. On peut pas le dire pour l'instant, mais donc c'est une réalité objective pour vous. Et Francis. Ah oui, voilà, c'était une question. Francis va parler de la réalité, de sa réalité aussi, et il va nous dire ce que ça a apporté. Mais ce qui est important aussi, si vous êtes allé au centre de la douleur, c'est des hypnoses en effet où on ne va pas très en profondeur. C'est des outils pour améliorer le quotidien, améliorer la détente et jouer vraiment sur la douleur. Après, l'hypnose peut être aussi beaucoup plus profonde que ce que vous avez vécu si on fait de l'hypnothérapie, donc dans un cadre de psychothérapie où on va rechercher des souvenirs, etc. On a à des degrés différents, alors qui peut-être se rapprochent de la transe, peut-être pas, parce que comme Corinne le dit, on a vraiment besoin de faire des études pour comparer. Pour moi, tous ces états transhypnotiques, transchamaniques, méditation, etc., ce sont des états qui tous ont en commun qu'ils modifient la conscience qu'on a de nous-mêmes, la conscience de ce qu'on perçoit. Et après, on les utilise avec des subtilités différentes. En hypnose, on fait des suggestions souvent directes ou indirectes, mais on suggère des choses aux gens. En transe chamanique, je suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui viennent très naturellement. Donc, vous allez vivre des choses sans qu'il y ait de suggestion. Mais il peut y avoir une intention. Il peut y avoir une suggestion aussi. Il peut y avoir une intention. Effectivement, quand on commence un peu à pratiquer les trans, au début, il vaut mieux rien, laisser faire. Mais c'est vrai qu'après, on apprend à mettre une intention et on peut poser une suggestion. Bon, pas pendant. Voilà, c'est peut-être la différence. Moi, j'avais une question par rapport aux couleurs dans ce que vous avez développé là donc aux patients à qui vous aviez montré un schéma avec des couleurs et puis après en gris. Parce que du coup, ils avaient vu d'abord le schéma en couleurs. Alors c'est randomisé. Dans ces études-là, on randomise. Il y a des gens qui ont vu les couleurs avant, d'autres qui n'ont pas vu les couleurs avant, et on mélange l'ordre. Et je me demandais du coup, est-ce que c'est les bonnes couleurs qu'ils voient, les gens ? Ça n'a pas tellement d'importance, parce que au niveau ici, ce qui était important, c'est de voir si cette perception de couleur était présente et si on pouvait la lire au niveau de la signature cérébrale, que ça soit, voilà. Ouais, j'entends que vous avez. Ça, je ne sais pas si c'était les bonnes couleurs. Votre focalisation là-dessus. Mais je trouve que c'est une question intéressante de se dire, est-ce que c'est les couleurs réelles qui sont présentées que les personnes sont capables d'imaginer, ou est-ce que c'est un lien avec le souvenir et du coup que ça a réactivé lié ou est-ce que c'est vraiment l'imagination à ce moment-là, enfin voilà. Donc ça, c'est lié aux suggestions. Donc la personne qui pratique l'hypnose va suggérer de voir de l'orange, du rose, du vert, et les sujets rapportent voir de l'orange, du rose, du vert. C'est pas une suggestion où on leur demande simplement voyez en couleur. Ça dépend de la suggestion de la personne qui fait l'hypnose.
Donc ça, on peut suggérer assez précisément, et ça dépend des protocoles de recherche. Parfois, on fait des suggestions précises, parfois, on laisse la liberté. Parce que ça peut poser une question sur la réalité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir quelque chose qui existe ou préexiste? Enfin, voilà. Il y a une question, un monsieur là-bas. C'est pareil. Alors, on avait dit 2, 3, donc... 3, 4, voilà. Bonjour, il y a un truc qui me chiffonne dans les graphiques que vous avez présenté tout à la fin, à 3 mois, il y a 6 mois. Je trouvais que c'était pas flagrant en regardant le graphique, la différence qu'il y avait entre les 3 approches. Tout à fait, mais ce n'est pas des graphiques, vous avez raison, vous avez bien écouté, monsieur. Donc ici, le but de ces graphiques, ce n'était pas de montrer les différences, ce n'est pas des graphiques qui étaient faits pour ça, où on peut les percevoir, c'était vraiment nous, on voulait montrer qu'il y avait une stabilité des effets, quelles que soient les approches. Donc l'illustration était différente. Bonsoir, je suis très content de voir que la science s'intéresse et prend au sérieux l'hypnose. J'ai été amené à lire un livre de Nicolas Panos, je ne sais pas si vous connaissez ses travaux, qui en gros, donc le livre parlait de l'hypnose et des faux souvenirs d'abus sexuels, et en gros, avec énormément d'études à l'appui, il niait tout simplement l'existence de l'état hypnotique, et il prétendait en fait que les sujets inconsciemment savaient ce qu'on attendait d'eux et faisaient semblant, même s'ils ne faisaient pas consciemment semblant. C'était une lecture assez perturbante et j'aurais voulu connaître votre avis là-dessus. Merci. Il y a aussi une série d'études qui ont comparé l'hypnose au placebo, donc dans le même ordre d'idées. Et par exemple, par rapport au placebo, on regarde au niveau cérébral, c'est nos techniques actuelles, on voit qu'on a une activité cérébrale différente quand c'est un placebo et une hypnose. Par rapport aux faux souvenirs, il y a eu beaucoup de débats, en effet, parce qu'on s'est rendu compte, donc il y a eu toute une mode où dans les procès, on utilisait l'hypnose pour permettre aux victimes d'aller rechercher le souvenir de la voiture qui les avait heurtés, de la personne dont ils avaient été victimes. Et on s'est rendu compte selon les suggestions de l'hypnotiseur, on pouvait réellement suggérer un événement qui était faux. Et donc on l'a testé, les équipes l'ont testé. Par exemple, une belle étude a été réalisée où donc une jeune fille avait vécu une fête d'anniversaire, son papa n'était pas présent. Et après, en hypnose, on lui fait revivre cette expérience, cet anniversaire, avec la suggestion de son papa. Et donc, on fait des suggestions très détaillées, on lui explique ton papa faisait ça, il t'a aidé à couper le gâteau, enfin, des choses vraiment très, très concrètes. Et après l'hypnose, cette jeune fille est persuadée que son papa était là. Elle a construit un souvenir qui, pour elle, était réel. Bon, évidemment, après, on lui a expliqué, c'était éthique à ce niveau-là. Mais donc, avec l'hypnose, on peut vraiment créer des souvenirs qui sont faux. Donc en tant que professionnel, on doit être très prudent par rapport à ça. Et donc par rapport à ces faux souvenirs, il y a eu beaucoup de débats et on utilise beaucoup moins l'hypnose maintenant dans ces cas de justice, etc. Mais, alors je ne sais pas, il va falloir décider, parce que c'est peut-être bien de continuer, puis de réserver toutes les questions, aussi bien pour votre intervention que les interventions des autres conférenciers. Sinon, je crois qu'on va prendre beaucoup de temps. Donc, gardez vos questions, et puis on repassera avec des micros après les dernières interventions. Voilà. Merci.